Aujourd'hui, je vais commencer avec une histoire assez simple. En janvier 2009, un nouveau produit apparaît sur le marché, dans les supermarchés. Ce n'est pas un produit marocain, c'est quelque chose qui se passe à l'étranger. D'accord ? Et les dirigeants de l'entreprise sont vraiment ravis de la nouvelle refonte de marque. Des idées de ce que ça pouvait être en 2019. Il y a une refonte très connue qui a un petit peu mal tourné, dont c'est devenu l'exemple. Le 9 janvier 2009, les rayons accueillaient le nouveau emballage de Tropicana. Les dirigeants de PepsiCo étaient vraiment ravis un petit peu de présenter le nouveau produit pour les bonnes raisons, d'accord ? Ils voulaient montrer que ce n'était pas simplement un jus d'orange de vos grands-parents. Et ils visaient surtout à se positionner comme moderne, pertinent, marquant un petit peu ce changement, d'accord ? D'un point de vue design, ils avaient toutes les raisons d'être contents, d'accord ? Si vous regardez un petit peu la typographie, Tropicana qui est en vertical, c'était assez efficace parce que le nom prenait assez de place. L'image de verre qui était plein de jus, le slogan qui était mis en avant qui promettait un jus 100% pur et naturel, d'accord ? Et le couvercle en forme d'orange était une touche originale, d'accord ? Donc tout le monde croyait fermement à cet emballage, mais une fois lancé, les clients ont vu un petit peu le nouveau packaging et ils étaient vraiment furieux. D'accord ? Ils ne connaissaient pas vraiment et ils ne comprenaient pas pourquoi ils ont changé de look. D'accord ? Ils ont un petit peu jugé ça assez simple. La plupart ne reconnaissaient pas la marque. Ils trouvaient ça un petit peu assez générique et simple. Ok ? Moi, je dirais, nous ne savons pas exactement pourquoi ça a mal tourné, mais moi, je dirais que voilà. Je pense qu'ils regrettaient ou bien il leur manquait un petit peu ce qu'on appelle dans l'emballage, un petit peu cet orange avec sa paille qui symbolisait un petit peu la fraîcheur. Peut-être pour les dirigeants de PepsiCo, cet orange semblait un petit peu démodé et qu'ils étaient simplement le temps de changer, mais les clients le regrettaient. D'accord ? Il manquait un petit peu ce lien émotionnel avec la paille qui montrait cette idée un petit peu de boire directement d'une orange. Ça ne pouvait pas être plus frais. Mais cela leur manquait. Après le lancement du nouvel emballage, après avoir dépensé 35 millions en publicité, ils ont perdu plus de 30 millions en termes de vente en 2 mois. Et au total, ils ont un manque à gagner de 65 millions de dollars. D'accord ? Par la suite, ils sont revenus à l'ancien emballage avec l'orange et la paille. Et depuis, ils n'ont jamais changé. Voilà, ils ont changé l'emballage, mais ils ont toujours gardé la paille et l'orange. D'accord ? Cet échec est devenu un exemple classique de ce qu'on appelle en termes de refonte de marque. C'est vraiment devenu un exemple que, voilà, quand on montre directement cet exemple, et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. D'accord ? Mais ce n'est pas le seul exemple. Sur le marché, d'autres marques ont subi des échecs pareils. On voit par exemple ici Gap qui a essayé de changer l'identité, puis elle est revenue à Gap. Netflix aussi, les gens ne le savent pas, voilà, elle a essayé de changer de marque vers Quick Stove, mais ça n'a pas marché. Donc ça, c'est des exemples de marques qui n'ont pas réussi. À l'inverse, certaines marques ont réussi leur refonte, montrant qu'il est possible de rajeunir la marque avec succès. On prend l'exemple de Google, Verizon, Instagram, Slack, Mailchimp. La question, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre le succès et l'échec ? Comment savoir si on va réussir quand on va changer de marque ? Et mon travail aujourd'hui, c'est vraiment, je veux en profiter pour partager quelques informations, quelques insights importantes que nous avons découverts en accompagnement, quand on a accompagné différentes organisations dans ce processus depuis 10 ans. D'accord ? L'année dernière, nous avons mené notre propre recherche, analysant plus de 60 projets auxquels nous avons participé entre lancement de marques et refonte. Nous avons examiné le retour sur investissement et les résultats de ces projets pour comprendre pourquoi certaines marques étaient plus bénéfiques que d'autres. Okay. Nous avons examiné les briefs de départ, revisité nos recherches, comparé un petit peu cela au retour client. On a aussi sondé nos clients sur l'impact de la refonte par rapport à leur activité.
D'accord? Et je vais vous donner aujourd'hui 3 points très importants qui pourraient vous orienter vers le succès. Soit que vous envisagiez une refonte de marque ou que vous soyez un petit peu du côté créatif de ces projets, ces conseils devraient aider vraiment à viser le succès. Le premier point que je souhaite aborder concerne la qualité de leadership. Nous avons découvert que certaines qualités de leadership offraient un avantage considérable pour réussir. Nous avons identifié 4 caractéristiques communes que je vais vous expliquer. Mais avant de les expliquer, je suis assez curieux de savoir si vous avez des idées sur les qualités de leadership nécessaires pour mener une refonte. Donc, essayez de les partager par le chat et dites-moi quelles sont les qualités de leadership que vous pensez utiles pour diriger un processus de changement de marque. Ok. Le premier semble évident, mais il est assez fondamental. Il faut être prêt à s'engager dans le processus. Le changement de marque concerne plus qu'un seul département, il s'étend dans toute l'organisation. Il est crucial qu'une personne au sommet, au niveau de la direction, soutienne et participe à l'effort et au travail du grand changement. Donc, dans certaines grandes organisations, le PDG ne s'implique pas directement. Il doit y avoir du moins un membre de la direction pour appuyer et promouvoir le travail exécutif. Donc, premièrement, le processus implique de prendre des décisions profondes sur l'identité organisationnelle. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous importants? Comment gagnons-nous? Qu'est-ce qui nous rend uniques et différents? Et qu'est-ce qui est vrai à propos de notre personnalité et de notre organisation? Ce sont des décisions majeures. Il faut quelqu'un au sommet qui a l'autorité de dire « oui, c'est vrai, c'est bien ce que nous sommes ». Donc ainsi pour un petit peu ramener ça à toute l'organisation. Car dans ce processus, vous ne voulez pas juste définir qui vous êtes pour ensuite ne jamais le démontrer sur le marché. Ce n'est pas vraiment un exercice de vanité, ni juste créer un nouveau look. C'est un exercice de définition de ce que vous êtes en tant qu'organisation, de ce que vous promettez au marché, puis vous devez opérationnaliser un petit peu tout cela. Et je prends l'exemple, une phrase d'Alina Wheeler qui dit « Vous devez démontrer ce que vous déclarez ». Donc si vous voulez parvenir, il faut l'adhésion du sommet de l'organisation. La deuxième raison pour laquelle il est important d'avoir un leader au niveau de la direction impliqué, c'est vraiment d'éviter ce que moi j'appelle le facteur d'intervention. Inévitablement dans le processus, on va faire ressortir les goûts personnels. Si quelqu'un au sommet n'est pas aligné avec les décisions prises, il va intervenir à la fin et perturber tout le processus. Cela peut retarder le calendrier ou pire, annuler complètement le projet. Par exemple, quand on a travaillé avec une marque de compléments à base de plantes, il y a quelques années, un produit cool de haut de gamme, avec une histoire assez intéressante, le fondateur vivait littéralement sur la ferme où les arbres étaient cultivés. Il était très engagé envers le produit et croyait profondément à ce qu'il faisait. Et il voulait un petit peu, quand il nous a contactés, il voulait revitaliser un petit peu la marque. En parallèle, il a aussi engagé un directeur créatif et nous avons travaillé directement avec ce directeur créatif. Mais nous n'avons jamais obtenu l'adhésion du fondateur à ce que nous faisions, d'accord, ni en termes de clarté, ni en termes de vision. Et lorsque le fondateur a vu le travail, cela était vraiment différent par rapport à ce qu'il souhaitait. Nous avons simplement des goûts subjectifs différents, ce qui a considérablement retardé le projet. Ils ont bien sûr par la suite pu changer d'image de marque, on a pu apporter les bons changements. Mais en général, dans un processus pareil, si l'adhésion n'est pas faite dès le début, ça va un petit peu perturber le processus. Donc il est essentiel d'avoir une personne au niveau de la direction prête à s'engager dans le processus. La deuxième qualité de leadership idéal est la capacité à faciliter un dialogue sain.
La création de marque n'est pas une question de vote ou de consensus. Il ne s'agit pas de voter le logo final pour une position. D'accord ? Il ne s'agit pas aussi d'envoyer un sondage et demander quel logo préférez-vous. Si vous voyez ce que je veux dire, il est vraiment nécessaire de recueillir les avis des différentes perspectives. Le processus doit être transparent, inclusif. Il est idéal aussi de faciliter un dialogue sain dès le début. Il faut écouter plusieurs voix, pas seulement celle de la direction. Il est important aussi d'entendre le personnel, différents types de clients et d'essayer d'atteindre chaque segment. Il faut aussi recueillir d'un point de vue recherche de multiples avis et perspectives. Et inévitablement, lorsque on arrive à des décisions stratégiques, que ce soit visuelles ou verbales, il y aura toujours des conflits. Des moments où l'équipe ne sera pas d'accord, et c'est là qu'il est crucial de faciliter un dialogue sain. Donc il faut écouter, recueillir les avis, les feedbacks de chaque personne et débattre un petit peu de chaque vision. Face à ce conflit, on peut réagir vraiment de manière saine lorsque le PDG ou la personne la plus autoritaire, je vais dire, on va dire non saine, lorsque le PDG ou la personne autoritaire domine la conversation, coupe la parole, donne un petit peu son avis et monopolise la discussion. Ce qu'on veut, c'est une réaction saine qui consiste à écouter, à être curieux, à recueillir de nombreuses perspectives. Et même si cela ne doit pas aboutir à un consensus, il est bon de prendre en compte l'avis de chacun. D'accord ? La troisième qualité semble un petit peu contradictoire à la deuxième, mais c'est la capacité à être décisif. Même après avoir écouté divers avis lors d'un dialogue ouvert, un leader doit savoir trancher. Cela est crucial pour ses choix comme un logo, slogan, positionnement stratégique ou des déclarations de mission. Finalement, en tant que leader, dans ce processus, si vous avez l'autorité, vous devez prendre des décisions et être décisif. Nous avons observé des leaders capables vraiment d'être décisifs. Quand on les a observés, on a trouvé qu'ils étaient capables de prendre des décisions sans chercher à plaire à tout le monde dans l'organisation. Et ça, c'est un avantage vraiment significatif pour les leaders. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de Dropbox. Le but, quand ils ont changé un petit peu la marque, le but, c'était vraiment de faire un changement radical du design qui n'était pas à plaire à tout le monde. D'ailleurs, ça a provoqué pas mal de discussions. Et c'est en fait le but recherché, c'était vraiment provoquer ces discussions afin de changer la perception de Dropbox. Les responsables voulaient vraiment que les gens se demandent ce qui se passait chez Dropbox pour introduire l'idée que ce n'était pas simplement un espace de stockage, mais un espace de collaboration. Et cette décision audacieuse, qui n'était pas à plaire à tout le monde, était vraiment stratégique et ça a porté ses fruits. La quatrième qualité est la capacité à faire confiance au processus. Cela signifie reconnaître l'expertise de celui qui mène le projet, surtout si vous avez fait un appel à une agence. Cela peut parfois sembler contradictoire ou bien contraire à l'envie de diriger activement, surtout pour les leaders qui aiment un petit peu contrôler. Néanmoins, il est crucial d'adopter une certaine humilité et de faire confiance aux experts. Dans le cadre d'une refonte de marque, par exemple, il n'est pas possible de sauter des étapes pour accélérer le processus sans compromettre un petit peu la qualité du résultat. Un projet précipité donnera toujours l'impression d'avoir été bâclé. D'accord ? Aussi, il est essentiel de comprendre et de respecter les étapes du processus parce que les leaders, un petit peu dans le passé, quand on regarde, les leaders qui nous ont fait confiance et qui ont suivi le processus, ils ont nettement mieux réussi que ceux qui ne l'ont pas fait. D'accord ? Donc, le point principal dans cette partie est que pour avoir un véritable avantage inégalé dans le marché, vous devez réunir ces 4 qualités dans le processus. Et lorsque nous avons vu des leaders qui démontraient ces comportements, ils ont connu une augmentation sur tout ce que nous avons mesuré. On parle de notoriété, engagement, compréhension, fidélité de marque. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment intégrer dans les qualités de leadership. La deuxième que j'aimerais aborder avec vous,
c'est voilà, elle vous offre une autre perspective pour résoudre un petit peu un avantage, pour obtenir un petit peu un avantage dans le processus de refonte, en se concentrant sur la résolution de problèmes. Résoudre le bon problème est essentiel pour assurer le succès. D'accord. Nous avons ici analysé les problèmes de nos clients qui nous ont présentés et les avons comparés un petit peu à ceux de notre recherche. D'accord. Je prends ici l'exemple classique pareil de Gap. Quand ils ont changé l'identité de marque, il n'était pas clair quel problème la nouvelle identité visuelle cherchait à résoudre. Du coup, il y a eu beaucoup de réactions négatives suite au changement. Comment ça s'est passé? C'est que le PDG de Gap voulait un petit peu innover. Du coup, ils ont lancé une compétition entre agences et l'une des propositions incluait ce logo avec ce carré bleu. Et le PDG, quand il l'a vu, il l'a immédiatement adopté. Il était convaincu que c'était vraiment le changement nécessaire pour montrer qu'on a changé. Le problème, quand ils ont montré ça au grand public, tout le monde s'est interrogé et personne n'avait compris le pourquoi du comment du changement. Et ça, c'est très important parce que je pense que s'ils avaient simplement expliqué pourquoi ils ont changé et quels problèmes ils essayaient de résoudre, je pense que tout le monde allait finir par comprendre pourquoi ils ont changé d'identité. D'accord? Donc, notre recherche a révélé deux choses. C'est que 20% des clients reconnaissent avoir besoin d'aide pour comprendre leur audience, se positionner distinctement ou clarifier leur message. Et en réalité, pour 76% des marques avec lesquelles nous avons travaillé, l'un des aspects était le véritable problème. Donc l'un de ces trois aspects. Généralement, les clients, quand ils venaient nous voir, ils pensaient que le problème était ailleurs. Soit ils venaient pour un logo, pour changer d'identité, alors que le problème concernait trois choses. La compréhension de l'audience, le positionnement et la clarification de la marque. Nous avons également découvert des corrélations intéressantes. Par exemple, un manque de pertinence était souvent lié à des silos internes qui empêchaient un petit peu l'agilité et la gouvernance de marque. C'est l'un des problèmes qu'on a découvert. L'une des choses, pareil pour un manque de différenciation, il venait parfois d'un manque de focus. Il y avait toujours des tentatives d'être un petit peu tout pour tout, être pour tout le monde, ce qui fait que en conséquence, ça diluait un petit peu l'identité de la marque. En identifiant le vrai problème, les marques étaient 2 fois plus susceptibles de constater un retour sur investissement et une meilleure visibilité. D'accord ? Après, surtout une refonte. La clé réside dans la réalisation d'une recherche approfondie en amont avec un processus avec un esprit ouvert permettant de valider le problème fondamental et d'effectuer des changements nécessaires. D'accord ? La troisième et la dernière section, selon moi, est la plus importante. Si vous faites tout bien, mais que vous ne réussissez pas dans cette étape, vous pourriez subir des réactions vraiment négatives. Et vous retrouvez un petit peu dans la colonne des marques qui ont échoué dans leur refonte de marque. Ainsi, la manière dont vous communiquez le changement est aussi important que le changement lui-même. La façon dont vous lancez, par exemple, ou vous déployez le changement est aussi importante que les décisions prises tout au long du parcours stratégique et créatif. Et je vais vous présenter un petit peu quelques conseils pour réussir le déploiement de vos projets et limiter un petit peu la réaction négative. D'accord ? Le principe de base est de communiquer du centre vers l'extérieur. Il faut s'assurer que les plus proches et les plus investis dans la marque soient alignés avec le changement, comprenant pourquoi ce changement a eu lieu et pourquoi on va l'adopter. Ainsi, par la suite, vous pouvez élargir progressivement votre communication jusqu'à atteindre le grand public. Généralement, il faut se poser ces 4 questions importantes. Qui doit être informé ? Quand doivent-ils être informés ? Que doivent-ils savoir ? Comment doivent-ils l'apprendre ? Envisagez cette communication comme une onde qui se propage. Commencez par exemple par tout ce qui est différenciation, par exemple la direction, puis informer progressivement les leaders clés.
que ce soit par exemple les équipes spécifiques, tout le personnel, les clients principaux, tous les clients et enfin le grand public. Cette approche est séquentielle, mais assure que chaque groupe reçoit l'information de manière organisée et pertinente, en renforçant un petit peu l'impact du changement. Je prends juste élément par élément rapidement. Leader clé, identifier les parties prenantes essentielles et élaborer un plan pour chacun. Les dirigeants clés doivent comprendre le pourquoi du changement, la raison commerciale derrière la décision, est-ce à cause d'une fusion, d'une croissance des offres ou d'un changement de perception. Il est aussi crucial qu'ils saisissent la logique derrière cette évolution, expliquer un petit peu les conséquences pour eux et pour l'équipe, surtout en termes de logistique. Par exemple, quand on va faire des nouvelles cartes de visite, on va faire modifier certains aspects en termes de processus, en termes de travail quotidien. Il y a pas mal de choses à expliquer en termes de logistique. Il faut expliquer ça à l'équipe. La deuxième, c'est l'équipe marketing, qui doit savoir pourquoi le changement a eu lieu et que ça implique quoi pour l'équipe, notamment en ce qui concerne les nouvelles directives de marque. Les questions courantes portent généralement sur le moment de passer des anciennes aux nouvelles directives. Il est crucial de clarifier cette transition. Il est aussi important de présenter clairement les directives de marque, que ce soit via un site web ou un PDF, ou de souligner les aspects importants du langage visuel et verbal du positionnement. Envisager un programme de formation qui va permettre à l'équipe créative et à l'équipe de marketing, à l'équipe de vente de comprendre les implications du changement. C'est très important de passer par la formation parce que ça va aider un petit peu à clarifier les questions, à se pencher sur les éléments comme la couleur, la typographie, la voix, la marque, la formation qui doit être adaptée à la taille de l'organisation. Donc on doit aider tout le monde à comprendre ce qui est conforme à la marque pour encourager un travail créatif de qualité. Et les gens, veulent respecter, on veut que les gens respectent l'identité de la marque. On veut que les gens comprennent pourquoi on fait les choses et comment on fait les choses. Tout le personnel, il faut expliquer le changement à tout le personnel en soulignant le pourquoi et l'impact pour eux. C'est le moment de distribuer un petit peu les cadeaux promotionnels pour susciter un petit peu tout l'enthousiasme autour de la nouvelle vision. Veillez à présenter le changement de manière réaliste pour éviter les réactions négatives. N'essayez pas de raconter une histoire toute faite. Essayez réaliste dans votre manière de raconter un petit peu le changement. Les clients VIP, informer les clients, surtout les plus importants, d'une manière qui les fasse un petit peu se sentir valorisés, d'accord ? Avec un geste, par exemple, personnalisé, comme une lettre ou bien une note manuscrite. Pour les autres clients, un email expliquant le changement, accompagné d'une vidéo sur l'essence de la marque pour un petit peu renforcer leur engagement, est aussi possible de le faire. Finalement, avec le grand public, communiquer le changement. C'est souvent à ce niveau-là que les critiques peuvent apparaître. L'important n'est pas tant les préférences subjectives, mais plutôt de savoir répondre à ces critiques avec des bons arguments. Je prends un bon exemple de communication de marque, celui de Verizon. Donc, quand on voit leur logo, on peut le juger assez ennuyeux, assez générique. Il se compose d'une typographie basique, Helvetica, avec un signe de vérification semblable à un emoji. D'accord ? En apparence, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais dans le contexte de leur stratégie, ils voulaient simplifier un petit peu l'offre mobile. D'accord ? Et du coup, ils voulaient éliminer la complexité en termes de communication, de télécommunication surtout, avec des plans simples et faciles à comprendre. Du coup, quand on comprend ça, on voit que ce logo simple prend tout son sens. Cette approche, une fois expliquée, permet un petit peu de dépasser les jugements subjectifs pour se concentrer sur la stratégie commerciale globale. D'accord ? Donc, en résumé, pour avoir un avantage dans le processus de rebranding, il est crucial d'adopter 3 choses. Adopter un comportement de leadership idéal, résoudre le bon problème en s'attaquant à la cause principale plutôt qu'aux symptômes,
Communiquer du centre vers l'extérieur en suivant une progression logique pour informer et un petit peu motiver et enthousiasmer les gens autour du changement, tout en expliquant clairement les raisons commerciales de ce dernier. J'ai aussi, voilà, on a aussi, quand on a posé pas mal de questions par email. Je pense que je peux les retrouver ici. On m'a posé deux, trois questions par email. Donc, si vous n'avez pas de questions, je suis là. Sinon, je peux répondre aux questions, aux deux questions qui m'ont été envoyées par email. Ok, donc si vous avez des questions, ok. L'une des questions que m'a posée, le temps, voilà, je vous donne le temps de répondre sur le chat. L'une des questions qu'on m'a posée, c'est l'implémentation d'une refonte de marque est-elle séparée dans un projet de marque? Ok. Donc j'ai vu les deux approches et je pense que la mise en œuvre, ou plutôt l'implémentation du changement est vraiment important. Cette étape, elle est cruciale dans le sens où ce qui est présenté au client sous forme, par exemple, de maquette PDF peut vraiment différer de ce que le public va voir réellement. Donc, il est essentiel de faire le lien entre les deux. Il est aussi avantageux que l'agence qui a conçu un petit peu le changement de marque ou bien la refonte supervise également la mise en œuvre pour garantir la fidélité et la vision initiale. Travailler un petit peu en collaboration avec une équipe interne permet d'ajuster et d'affiner le projet pour qu'il corresponde à la vision. En général, je pense, voilà, d'après mon expérience, la réussite d'une refonte ne s'arrête pas vraiment à la création, d'accord? Ça, c'est vraiment important. La réussite d'une refonte ne s'arrête pas à la création d'un guide de marque. C'est plutôt le point de départ pour une application rigoureuse, cohérente de la marque dans toutes les décisions. Donc le processus peut varier. Certaines entreprises vont intégrer par exemple un directeur de création de l'agence au sein de leur équipe, tandis que d'autres peuvent travailler en partenariat pour développer des directives claires et former l'équipe interne et un petit peu essayer de les appliquer. Chaque méthode a pour but de s'assurer que l'identité de marque nouvellement créée soit bien comprise et mise en œuvre de manière à respecter l'esprit original du projet. Donc, c'est l'application un petit peu concrète. À la fin, c'est ce que veut voir le public final. Donc, c'est vraiment important parce que c'est là où on va voir la marque, c'est là où on va un petit peu expérimenter la marque. Donc ici, une question de Raphaël, quels sont les avantages d'une identité visuelle épurée dans le style less is more? Pensez-vous que c'est possible pour des jeunes structures qui développent leur notoriété de se tourner vers cela? Ok. Je vais juste pour comprendre les avantages d'une identité visuelle épurée dans le style less is more. Pensez-vous que c'est possible pour les jeunes structures qui en développement se tournent vers cela? L'une des choses les plus importantes que j'essaie surtout, c'est qu'il ne faut jamais suivre la tendance. D'accord? Quand on parle d'identité visuelle, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut la considérer dans un contexte stratégique. Posez-vous simplement 2-3 questions. Je suis en concurrence contre qui? Donc, vous mettez par exemple une liste de concurrence, vous mettez la première entreprise, deuxième, troisième, quatrième, et allez voir ces entreprises. Regardez ce qu'ils font sur Internet. Regardez leurs couleurs, regardez comment ils parlent d'eux, regardez le style visuel et verbal. D'accord? Et notez les choses que vous remarquez.
L'identité visuelle d'une entreprise, elle est souvent vue ou bien comparée dans un contexte avec les autres marques. Donc, ce que vous voulez, non pas less is more, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, Apple est connu pour less is more. Si je mets une entreprise qui va concurrencer avec une entreprise comme par exemple Apple, ça n'a pas d'utilité parce que le but de l'identité, c'est vraiment être distinctif. C'est-à-dire, je veux que les gens me reconnaissent, je veux avoir une notoriété. Donc, les gens, ils doivent me différencier de la concurrence. Si la concurrence est dans ce qu'on appelle less is more, moi, je serai le contraire. Donc, regardez un petit peu les entreprises, vous voyez les éléments visuels et verbaux, et quand vous allez définir votre identité, il faut qu'elle soit différente de toute la concurrence. C'est vraiment très simple. Vous avez les entreprises qui sont bleues, vous avez par exemple les couleurs bleues, vertes et des choses. Vous allez être par exemple dans le vert, le noir, le rouge. Choisissez des éléments qui vous différencient. D'accord ? Ensuite, l'approche less is more, je vais l'expliquer dans un sens où, oui, vous voulez avoir... Voilà, les gens, en fait, ils sont un petit peu feignants, ils ne peuvent pas se rappeler de ce que vous faites. D'accord ? Ils ne peuvent pas se rappeler de beaucoup de choses. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, essayez d'avoir un au maximum 2 éléments distinctifs. 1 ou 2 éléments, pas plus. Vous prenez par exemple Inouï, elle est connue pour une seule couleur, le mauve. Il n'y a rien de plus. Il y a des éléments visuels qui vont s'ajouter. Donc pareil, quand je dis less is more, oui, less is more est important, mais dans le sens où vous allez choisir des choses qui vont vous distinguer, mais choisissez 1 ou 2 choses parce que les gens ne vont pas se rappeler de vous, voilà, ils n'ont pas le temps de se rappeler de vous. D'accord ?